Nous allons parler de protection face aux catastrophes. C'est une stratégie et les orateurs qui sont là vont vous en parler en détail. Je vous présente Sébastien Maire. Tout là-bas au bout, vous êtes à la ville de Paris, délégué général à la transition écologique et à la résilience. Vous intervenez en tant que grand témoin, donc vous avez plus de temps de parole. Votre poste à la ville de Paris a été créé il y a peu de temps pour répondre aux aléas du futur et ils sont nombreux. Ils ont différentes, j'allais dire, natures et on le verra avec vous. Actuellement, vous dirigez une équipe flexible et transversale chargée de déclencher la transition écologique et d'abattre la fonction en silo d'hier qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Dites-nous d'abord une définition de la résilience. Je ne dis pas urbaine, parce que vous m'avez fait remarquer quand on a préparé cette conférence que vous préfériez le mot territoire. Alors pourquoi ? Merci. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis très heureux de participer à ce temps d'échange. Définition de la résilience, je vais peut-être commencer par ça. Enfin, vous dire d'où je parle. Donc, effectivement, c'est une fonction un peu nouvelle au sein des services de la ville de Paris qui vise à concrétiser l'ultra-transversalité entre toutes les directions municipales sur ces sujets, puisqu'on voit que pour répondre aux enjeux climatiques notamment, on ne peut plus se contenter d'avoir des actions sectorisées, d'un côté dans le domaine des transports, de l'autre dans l'environnement, de l'autre dans la construction, etc. etc. Et cette logique intégrée apporte une plus-value dans la mise en œuvre des différents projets. Alors, de quoi parle-t-on de notre côté quand on parle de résilience ? Parce qu'effectivement, c'est quand même un peu le buzzword en ce moment, on en entend de plus en plus parler. Effectivement, on avait cette vision cyrulnique en France, mais vous allez voir que la résilience territoriale, en effet, que nous proposons est un peu différente, en particulier parce qu'elle ne parle pas que des catastrophes. On évoque la capacité du territoire, pas la capacité de la mairie, pas celle de l'institution municipale, mais celle du territoire avec tout ce qu'il compose, ses habitants, ses infrastructures construites, les bâtiments, les ponts, les routes et naturelles, les espaces verts, les forêts, les fleuves, les rivières, ses acteurs économiques, ses institutions publiques, ses réseaux, et notamment ses réseaux critiques d'approvisionnement, d'énergie, ses flux de matière, de personnes, etc. Vous savez, c'est cette vision que vous connaissez forcément du territoire vu comme un métabolisme urbain qui vit et un cœur qui bat en permanence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des flux, des entrées, des sorties. On essaie de modéliser la capacité de ce territoire à continuer de fonctionner et de poursuivre ses objectifs de développement indépendamment des chocs majeurs auxquels il va être confronté. Ça, c'est la vision un peu traditionnelle de la résilience, le choc, le traumatisme, le tremblement de terre, la grande inondation, l'attaque terroriste, etc. Mais dans le même temps, en réduisant des stress chroniques qui ne sont pas des grandes catastrophes, qui ne sont pas des grands désastres, mais qui atteignent tout autant la capacité de fonctionnement ou de développement du territoire. Je vais vous donner quelques exemples juste après, je crois que je les ai, mais je vais vous donner des exemples. Mais juste avant, vous voyez cette petite courbe, toute simple. Dans la résilience industrielle, par exemple, ou même dans la résilience des organisations, on a tendance à penser que la résilience, c'est la capacité à continuer de tourner pendant un aléa, et souvent l'expression qu'on utilise, à revenir le plus vite possible à la situation antérieure. Mais sauf que si on revient à la situation antérieure, on est toujours aussi vulnérable si le même aléa vient à se produire. Donc la logique de la résilience, ce n'est pas de la gestion de crise. C'est bien de profiter de l'aléa, de profiter du problème, de le tourner en opportunité, pour une nouvelle vision de développement. Et là, on rejoint en effet ce que Cyrulnik disait. Mais on intègre en même temps les chocs majeurs et les stress chroniques. Des stress chroniques, par exemple, les pollutions de l'air, de l'eau, de la terre, sont extrêmement impactantes sur le long terme des territoires, mais ce n'est pas des catastrophes. La cohésion sociale aussi, etc., etc. Vous avez là une typologie qui est issu notamment du réseau des 100 villes résilientes, puisque mon poste initialement est venu d'un programme international et j'ai cette chance d'avoir 99 collègues dans 99 villes et métropoles du monde qui font le même job que moi, qui utilisent les mêmes outils, la même méthodologie. On échange beaucoup, non pas pour copier-coller des solutions, puisque ça marche à peu près jamais, mais pour s'inspirer, aller plus vite, et puis utiliser des exemples qui marchent ailleurs pour convaincre nos collègues que c'est possible ici aussi. Alors, est-ce que c'est un nouveau concept ?
Je reviendrai sur les stress directement sur Paris, ça sera beaucoup plus opérationnel. Oui, et les enjeux, les six grands Et voilà, enjeux les 6 de enjeux. Paris. Mais est-ce qu'il s'agit effectivement d'un nouveau concept à la mode qui va donner plein de travail aux bureaux d'études, etc. Après les smart cities, les inclusive cities, les wise cities, les villes zéro déchet, les villes zéro chômeur, les villes de la biodiversité, etc. etc. C'est qu'on a beaucoup de modes quand même qui traversent la gestion des villes. J'ai un exemple en or à Paris pour dire que ça n'est pas une mode, c'est la devise de Paris. Fluctuat nec mergitur, c'est une parfaite définition de la résilience. Ça veut dire le bateau est, enfin parfaite, c'est une définition de la résilience. Le bateau est secoué par la tempête, mais il ne coule jamais. C'est le baron Haussmann qui l'a rendue officielle en 1853 et elle est usitée par les Parisiens depuis que Paris s'appelle Lutèce. Donc je ne pense pas qu'on soit sur un effet de mode, on est plutôt sur quelque chose qui redevient d'actualité parce que l'avenir est incertain. Or, fin du XXe siècle, on a quand même vécu dans une euphorie, notamment technologique, qui nous laissait croire qu'on trouverait toujours une solution face à tous les aléas. On en a un peu rabattu sur le sujet. Cette devise, ce logo de la résilience de Paris, et sur tout le mobilier urbain, sur les bâtiments publics, etc., etc. Et les habitants s'en souviennent. Ça, c'est une couverture du Petit Journal 1910 pendant la dernière grande inondation de la Seine. On ne voit pas très bien, mais c'est bien la devise qui est au-dessus de la tête de la dame. Et puis plus récemment, lendemain des attentats de 2015, les artistes parisiens se réapproprient la devise, place de la République, et puis c'est devenu un peu viral. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas forcément un effet de mode. À Paris, on a identifié 6 enjeux majeurs. Dans le débat, je pourrais vous dire comment on est arrivé à ces conclusions. Je vais vous les détailler très rapidement. Le premier n'est pas un enjeu infrastructurel. Le premier est un enjeu humain. Les inégalités et le manque de cohésion sociale, c'est le premier sujet de résilience. Au moment où les infrastructures ne marchent plus, où les pouvoirs publics sont débordés, qu'est-ce qui reste? Est-ce que je suis prêt à aider mon voisin ou pas? Est-ce que je connais les vulnérabilités de mon voisin ou pas? Est-ce que je sais qu'il y a une personne âgée à mobilité réduite 2 étages au-dessus de chez moi? S'il y a un incendie dans l'immeuble, si je sais que cette personne existe, je vais la signaler aux sapeurs-pompiers quand ils vont arriver dans l'immeuble et peut-être qu'ils iront en priorité là-bas. Si on ne sait pas qu'elle existe, c'est plus compliqué. D'ailleurs, on a un partenariat, j'espère avoir le temps d'en parler, avec la BSPP sur cette stratégie de résilience, sur ce volet de la cohésion sociale, puisqu'il y a de plus en plus d'interventions des sapeurs-pompiers qui ne relèvent pas des missions premières des sapeurs-pompiers, mais qui relèvent de la cohésion sociale, l'aide du quotidien, et qui ne méritent pas le déplacement d'un camion avec des sapeurs-pompiers. C'est actuellement leur revendication, puisqu'on rappelle qu'ils sont en grève en ce moment, même s'ils assurent tout leur... Pas la brigade, bon. Le fleuve est un enjeu de résilience à lui tout seul. Vous connaissez certainement le risque d'inondation majeure de la Seine, on sait qu'on le vivra à nouveau, et on sait que le territoire doit encore mieux se préparer. Ce qui est assez paradoxal, vous savez, l'OCDE a chiffré à plus de 30 milliards d'euros la perte de capital public et privé, destruction d'infrastructures, plus de 60 milliards d'euros de perte d'activité pour les entreprises, jusqu'à 450 000 emplois détruits, etc. Le paradoxe, c'est qu'on est beaucoup plus vulnérable aujourd'hui face à ce risque qu'il y a un siècle. Parce qu'on a créé depuis tous les réseaux qui nous rendent extrêmement vulnérables sans se préoccuper de leur vulnérabilité face à ce risque. Mais le risque principal lié au fleuve n'est pas celui-ci. C'est le risque symétrique. On va manquer d'eau d'ici la fin du siècle. On attend des baisses du débit d'étiage de la Seine jusqu'à 30%, horizon 2050-2080, et c'est bien plus grave qu'une grande inondation. Une inondation casse tout, on reconstruit, ça fait de l'activité pour les architectes et pour les entreprises, c'est finalement pas si grave. Le manque d'eau systémique à l'échelle d'un territoire et d'un bassin versant, ça a beaucoup plus de conséquences économiques, etc., etc. Puis entre les deux, il y a l'enjeu d'améliorer la qualité de la ressource, de dépolluer, de retrouver la qualité naturelle de l'eau, notamment parce qu'on va en avoir besoin pour s'adapter au dérèglement climatique. La pollution de l'air, c'est le premier stress sanitaire inévitable aujourd'hui. Ça tue chaque année autant que l'alcool. Mais on peut choisir de ne pas boire. Pas respirer, c'est un peu plus compliqué. 6500 morts à la seule échelle du Grand Paris. C'est un stress absolument majeur qui ne fait pas encore aujourd'hui l'objet de politiques publiques dignes de ce nom, en particulier au niveau étatique. Le contexte terroriste et la sécurité, bien sûr. J'ai commencé mon travail en novembre 2015. Donc, c'est sûr qu'on a travaillé beaucoup sur la façon dont la ville se remettait des attentats, mais plus globalement, on a travaillé notamment en amont, avant même le début des Gilets jaunes, sur la question des révoltes urbaines. Les révoltes urbaines, là, en capacité du territoire à fonctionner, on voit bien ce que ça nous coûte, on voit bien les impacts que ça peut avoir, par exemple, sur la façon dont on va designer à terme le mobilier urbain. Aujourd'hui, c'est qu'avant chaque manif, on a des camions qui passent, qui enlèvent les grilles d'arbres, qui enlèvent tout le mobilier, puis qui les remettent le dimanche. Peut-être que ça peut, puisqu'a priori, des
révolte sociale de ce type-là, on est susceptible d'en connaître encore dans le siècle, peut-être que ça peut nous aider à mieux designer notre mobilier urbain pour essayer de limiter les frais de fonctionnement derrière, puisque de toute façon, ça risque d'arriver encore, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, etc. Le climat, bien sûr, et on parlera certainement pas mal de ça aujourd'hui dans le débat, notamment sur la question de la construction, mais alors avec un challenge absolument fondamental, l'adaptation. On est aujourd'hui tous engagés sur l'atténuation, on a une réglementation thermique assez stricte sur le sujet, mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, dans nos écoles et nos crèches qui respectent parfaitement la réglementation thermique, qui sont parfois à énergie positive, etc., c'est invivable. Parce que le confort d'été n'est pas pris en compte dans la réglementation thermique et qu'on a certainement raté quelque chose d'énorme. Le CO2 atténué, c'est absolument fondamental. Limiter les consommations d'énergie tout autant, il faut continuer. Mais si on oublie l'adaptation, on rate tout. Pourquoi on a besoin de s'adapter? Parce qu'il est trop tard. On sait très bien qu'il est trop tard et qu'on commence déjà et qu'on va prendre de plus en plus les effets du dérèglement climatique de plein fouet. Quand vous savez le temps qu'il faut pour faire muter une ville, il faut s'y mettre tout de suite. Il faut s'y mettre tout de suite. Aujourd'hui, la moyenne va évoluer dès cette année, on avait juste 1 à 2 jours de canicule par an en moyenne à Paris. D'ici la fin du siècle, on en aura plus de 30. Donc, avec des canicules qui vont commencer début juin, qui vont finir fin septembre, qui pourront durer 15 jours. Dès 2050, la canicule de 2003 est considérée comme un été frais. Et elle avait fait 15 000 morts. Donc vous voyez qu'on est sur un enjeu extrêmement fort, qu'aujourd'hui les réglementations thermiques ne prennent pas toujours en compte. Et je termine avec peut-être le premier sujet, qui est celui de la gouvernance. Pour pouvoir répondre à tous ces enjeux, on doit considérablement faire évoluer la gouvernance territoriale, à la fois à l'intérieur de chacune de nos organisations qui en effet travaillent un peu trop en silo, mais on en a quand même besoin des silos. Mais il faut arriver à des démarches transversales, puis aussi entre organisations, entre le public et le privé, entre le public et les habitants, etc. etc. On sait qu'on a encore beaucoup de choses à faire en la matière. Je suis en train de dépasser mon temps là, c'est ça? Non, c'est pas ça. Je voulais juste que vous nous disiez quelle échelle de temps vous vous êtes donné à partir d'aujourd'hui. Vous travaillez pour quelle année? Et juste qu'on parle de l'échelle du territoire. Vous parliez de la Seine tout à l'heure. C'est un ruban de plusieurs centaines de kilomètres. Ça n'impacte pas seulement Paris. Et on peut trouver en résilience des bassins de rétention d'un genre nouveau. Vous en avez parlé. Est-ce qu'on peut évoquer ça en 5 minutes? La question de ces deux échelles de temps et de territoire est fondamentale et elle se heurte à nos fonctionnements, puisque nos fonctionnements sont basés sur des compétences administratives qui dépendent d'un territoire donné. Si je reprends la liste des 6 enjeux là, il n'y en a pas un qui est à la même échelle territoriale. La cohésion sociale, la première échelle, c'est le palier, la cage d'escalier, la rue devant chez soi. Ce n'est pas une échelle administrative. Si on prend le fleuve, la seule échelle qui compte, c'est l'échelle géomorphologique. C'est là où passe l'eau. C'est notamment parce qu'on a conçu la réponse à l'inondation depuis un siècle, commune par commune, qu'à Paris, on a des digues qui font 10 cm de plus que les communes amont et aval, et que forcément, ça a des conséquences, parce qu'on n'a pas unifié ça, puisque chaque commune pensait qu'elle allait toute seule gérer ce phénomène, qui bien sûr est un phénomène naturel qui dépend d'une échelle complètement différente. La pollution de l'air, c'est une échelle locale et extra-régionale. On sait qu'on a, je ne sais plus le pourcentage exact, mais une petite partie de la pollution de l'air aux particules fines à Paris qui est liée à l'agriculture. Ce sont les pesticides. Ce n'est pas dans Paris intramuros, c'est un petit peu plus loin, c'est un peu en Île-de-France, mais certainement encore un peu plus loin, etc., etc. Et donc, la plupart du temps, il n'y a aucune échelle administrative constituée qui colle pour répondre exactement à l'enjeu donné. Donc, ça implique une meilleure gouvernance, ça implique des coopérations nouvelles, des nouvelles façons de travailler ensemble, etc., etc. Et l'échelle de temps, vous avez raison. L'approche résiliente, c'est à la fois de dire on doit traiter la canicule dans ce moment-là. Mon équipe est dans les cellules de crise tous les jours pour voir ce qu'on peut amener comme solution ponctuelle, etc. Et de prévoir la façon dont les écoles réagiront aux canicules en 2050. On ne va pas beaucoup plus loin que 2050, pour tout dire, parce que ça serait un peu utopique. Mais on ne planifie pas. Comme vous l'avez dit dans la définition de Cyrulnik, la résilience, c'est un processus. Ce n'est pas un plan. Parce que la planification à 20 ans ou 30 ans, elle ne respecterait pas du tout les logiques de résilience, parce qu'on ne sait pas quelles seront les découvertes technologiques dans 5 ans. On ne sait pas quelles seront les évolutions sociétales, économiques, politiques. Donc la solution qu'on a aujourd'hui, elle est peut-être plus valable dans 5 ans. Or, avec nos logiques de planification très longues qui mobilisent énormément de crédits, on part dans des directions dont il est très difficile de se défaire, même si la société a évolué.
Est-ce que vous pouvez parler de la première voie publique résiliente? Vous vouliez parler d'une école aussi, Ouais, je vais vous parler de d'une l'école. cour de récréation. Je vais surtout si on parler peut de la cour de terminer là-dessus. récréation, puisque c'est le même concept pour la rue, mais la cour, au moins, elles sont déjà livrées. On en a déjà 3 qui sont livrées, et puis 28 en travaux cet été. Vous pouvez trouver les détails sur tout ce que je vous dis sur la stratégie de résilience votée par le Conseil de Paris en 2017, qui est en ligne. Et juste peut-être pour cadrer cet exemple, et je terminerai sur cet exemple, vous dire comment on a structuré cette stratégie. Je ne vous parle que du plan, hein. Rassurez-vous, je ne vous détaille pas les 35 actions, etc. Une chose importante, ce n'est pas une couche en plus. Et tout le travail, c'est de dire que dans nos... Vous le savez, hein, les architectes, les promoteurs, etc., quand vous voulez répondre à un projet pour une ville, vous avez pas mal de littérature quand même, hein, parce qu'il faut regarder tout ce que la ville veut faire, d'un côté sur sa Smart City, d'un côté sur son économie circulaire, d'un côté sur son plan climat, d'un côté... Nous, on a identifié, vous voyez la liste à droite, en fait, il y en a plus que ça. On est à plus de 30 plans, stratégies transversales qui ont trait à la transition écologique, mais qui ne se parlent pas beaucoup les uns les autres. Donc la logique de la résilience, c'est de dire, il y a un process, il y a un cadre dans lequel on vient faire s'articuler tout ça, parce que tout ça fait sens ensemble et pas séparément. Donc c'est de la gouvernance, là encore. 3 façons de répondre à ces enjeux que je vous ai présentés tout à l'heure. Je passe ça vite. 1, les habitants. Comptez sur l'habitant. Et ça, c'est nouveau, hein. C'est nouveau, notamment en matière de gestion de crise, etc., puisque on a tendance à considérer que l'habitant n'étant pas sachant, il est plutôt un chien dans un jeu de quilles dans un moment d'une crise et il doit rester derrière les cordons de sécurité. Ce n'est pas l'avis de tout le monde, hein. Notamment avec la BSPP, on travaille beaucoup sur la formation des habitants, aux premiers secours, etc. Donc former les habitants, les informer sur ce qui va se passer. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Parisiens ici, mais certainement, est-ce que vous savez, là où vous habitez, exactement ce qui va se passer quand il y aura la crue majeure de la Seine, par exemple? Alors en général, on nous dit oui, je sais, j'habite loin de la Seine, donc il n'y a pas de problème, je ne serai pas inondé. Bah oui, mais vous n'aurez plus d'électricité, vous n'aurez plus de toilettes, vous n'aurez peut-être plus d'eau à certains moments. L'eau, c'est encore ce qu'on va arriver à supporter le mieux. Si c'est en hiver et que vous êtes sur le chauffage urbain, vous n'aurez plus de chauffage. Il n'y aura plus de camions qui viendront livrer les supermarchés, ni les distributeurs de billets. Ni les pharmacies, etc. etc. Et ça, en fait, personne ne le sait, puisqu'on a notamment une culture étatique depuis des années qui considère que la culture du risque est anxiogène. Il ne faut pas faire peur aux gens, donc il ne faut pas leur dire. Sauf que le jour où ça arrive, on a beaucoup plus de risques de troubles à l'ordre public avec des gens non préparés qu'avec des gens qui savent que ça peut arriver un jour. Donc, former les gens, compter sur eux, se dire que le jour où nous tous, acteurs publics, on sera dépassés, on a besoin que les gens soient capables de le faire, mais pour ça, il faut les former. Et on a notamment un programme qui démarre, qui est assez innovant, qu'on a appelé les volontaires de Paris. Et on propose des formations gratuites aux Parisiens qui le souhaitent pour qu'ils, petit à petit, deviennent notre réserve citoyenne et qu'ils puissent venir en complément, en accompagnement de l'action des pouvoirs publics quand il se passera des choses. Le deuxième, les infras. Le hard, il y a l'humain, mais il y a bien sûr les infrastructures, l'aménagement, l'urbanisme, la construction, les matériaux, etc. etc. Et ça bouscule quand même pas mal de choses. Je vais vous donner l'exemple, ça ira plus vite, mais la logique de mieux anticiper, mieux connaître les aléas, et puis cette logique du multiple bénéfice. Quand on réalise une rue, un parc, un bâtiment, dans le fonctionnement de nos organisations en maîtrise d'ouvrage, le parc il va être fait par la direction des espaces verts. Et donc, il va être fait selon un prisme espace vert. Mais il peut répondre à des enjeux sociaux. Il peut répondre à des enjeux sanitaires, de rafraîchissement. Il peut répondre à tout un tas d'enjeux. Donc cette logique, c'est de dire que chaque infrastructure, chaque fois qu'on met 1 euro dans une infrastructure, les bénéfices de cette infrastructure doivent être les plus larges possibles. Et le troisième, et pour arriver à mon exemple, juste après, la gouvernance, là encore, comment on fait, avec qui on travaille, l'échelle territoriale, les nouveaux outils, les nouvelles visions. Et notamment, on a un partenariat assez exemplaire avec la métropole du Grand Paris et l'Association des maires ruraux de France, toutes les communes de moins de 3500 habitants, en disant que la ville n'est rien sans la campagne. Et ça, c'est un paradigme un peu nouveau. Parce que les villes, elles se sont plutôt développées au détriment des zones périurbaines et des campagnes qui les entouraient. Et là, la logique résiliente, elle dit que c'est l'inverse. On peut développer l'agriculture urbaine autant qu'on veut en ville, on peut tous se mettre à planter des carottes sur nos balcons, on ne sera jamais autosuffisant, hein. On va avoir besoin qu'il y ait des endroits où on fasse pousser des légumes pour pouvoir nourrir la ville. Si on veut réduire la pollution de l'air,
on doit absolument travailler avec les communes périurbaines ou un peu plus loin sur la création de centres de travail partagés qui nous permettront de limiter les déplacements pendulaires. Si on veut réduire le risque d'inondation, c'est évidemment à l'échelle plus large qu'on doit le faire. On pilote des projets expérimentaux de restauration de zones d'expansion de creux dans les anciens méandres pour limiter l'impact de la crue et en même temps recréer de la biodiversité à 200-300 km de Paris. Je vais peut-être terminer juste avec mon exemple parce que je crois que je dépasse beaucoup mon temps. Donc, ça va aller. Les cours d'école. On s'est dit, mais cette logique qui fonctionne pour à peu près tout, si on l'appliquait à une infrastructure connue pour montrer ce que ça donne. Nos cours d'école et de collège à Paris représentent 70 hectares de surface entièrement asphaltée, non perméable, qui ne nous aide en rien à mieux gérer nos eaux pluviales d'orage, etc. Sombre, qui participe massivement de l'effet d'îlot de chaleur urbain, et pour les enfants qui sont dans l'école, et pour les bâtiments qui sont autour, etc. On a 700 spots de chaleur, et c'est par ailleurs là qu'on met nos enfants pendant l'été. Pendant toute l'année, mais en particulier quand il y a des canicules, c'est aujourd'hui le vrai sujet, le sujet de la gestion de crise qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment nos établissements scolaires et nos crèches. En même temps, ces espaces, ils sont fermés au public, quasiment tout le temps. Ils sont réservés à l'éducation. C'est le maillage le plus dense des équipements publics que nous ayons dans la ville. Il n'y a pas un habitant qui habite à plus de 200 mètres d'une école. Tout le monde sait où est l'école, on y va voter, on y a scolarisé des enfants à un moment de sa vie. C'est un spot parfait, très bien identifié à côté de chez soi. Le projet a été de dire, on va essayer de cumuler tous les enjeux que je vous ai racontés là sur un objet. On ne les a pas tous, mais on en a une grande partie. La cour d'école. On a donc une nouvelle façon de faire des cours d'école qui s'appelle Oasis, parce que Oasis, c'est un lieu de fraîcheur, mais c'est aussi un lieu de rencontre et de lien social. La première chose, c'est qu'on co-construit le projet avec les enfants, les communautés éducatives, les parents, les enseignants. On a créé des TAP. Alors, s'il y a des parents d'élèves ici, ils savent ce que sont les TAP. C'est le temps périscolaire du mardi après-midi, du jeudi après-midi, sur lequel la ville a la main, puisque ce sont nos programmes et pas l'éducation nationale. On a créé des TAP Oasis pour que les enfants qui vont avoir le chantier dans l'été comprennent pourquoi on le fait, le cycle de l'eau, le climat, etc. Ce sont eux qui dessinent la cour, le plan de la cour. Dans celle du 12e arrondissement, ils ont dessiné la barrière autour de l'espace vert, c'est une chenille, etc. Ils s'approprient le projet. Ensuite, on change assez radicalement de scope. D'abord le matériau, plus d'asphalte, c'est terminé. Je suis allé dire la même chose la semaine dernière à l'Assemblée générale de la Fédération de l'industrie du béton, mais dans une logique positive, comme on est aujourd'hui, qui est celle de, on a quand même toujours besoin d'un matériau de sol. On plaidoie beaucoup pour le retour à la pleine terre, mais ni les enseignants, ni les parents n'y sont prêts. Il va falloir y aller petit à petit. Donc on a besoin d'un matériau. Leur centre technique nous est mis à disposition pour chercher le matériau idéal. Donc le matériau idéal, c'est quoi? Dans l'idéal, déjà, il a eu l'énergie grise la plus faible possible. Il est posé à froid, si c'est possible. Il est perméable, bien sûr. Dans l'idéal, il est plus ou moins perméable, parce que vous savez que le sous-sol parisien est parfois un peu fragile et qu'on ne peut pas infiltrer partout de la même manière. Il est plus clair pour limiter l'effet d'albédo. Ça, c'est la question du matériau. On en profite pour végétaliser beaucoup plus. Végétaliser des plantes grimpantes, créer de l'ombre, planter des arbres, mais ils ne vont pas faire de l'ombre tout de suite. Donc en attendant qu'ils nous fassent de l'ombre, on a des photos aériennes qui nous montrent les spots les plus chauds dans la cour à 5h du matin pendant les canicules, et c'est là qu'on met l'ombre, avec des ombrières artificielles en attendant que les arbres aient poussé. Mais c'est aussi comme ça qu'on détermine l'endroit où on plante les arbres. On amène l'eau dans la cour. Aujourd'hui, dans les écoles, l'enfant qui veut boire pendant une canicule, il doit aller dans les toilettes tout au fond avec un adulte. Ça dépend où, mais en général, c'est ça. On met une fontaine pédagogique, ludique. Les enfants peuvent boire tout seuls, ils peuvent à terme s'arroser, tout en préservant l'eau, la quantité d'eau. Ils peuvent s'arroser, jouer avec l'eau. Et l'intérêt de ce matériau de sol, c'est que quand il fait très chaud, c'est pour eux. Vous le mouillez, ça fait réservoir et ça évapotranspire et ça rafraîchit. C'est du low-tech absolu et ça fonctionne pas trop mal. Si on doit refaire les jeux de cours, on pense à économie circulaire, fabrication locale, matériaux biosourcés. Et donc, on essaie le plus possible, les jeux de cours, de ne pas avoir des choses qu'on fait venir de l'autre bout de la planète, mais de prendre du bois de Vincennes. Et on l'a 2-3 expés pour l'instant, où c'est nos jardiniers eux-mêmes, avec leurs tronçonneuses, qui font les jeux de cours. On n'en est pas encore, ça c'est en expé pour l'instant, mais en tout cas, la logique de matériaux biosourcés, géosourcés. Donc, l'idée est d'avoir un îlot de fraîcheur qui puisse servir en priorité pour les enfants la journée. Dans les cours non ombragés aujourd'hui, les enfants n'ont pas le droit de sortir en récréation. Il fait trop chaud.
On a mesuré jusqu'à 60 degrés au niveau du sol, en plein soleil, sur une surface asphaltée. C'est très dangereux pour les enfants, donc ils restent à l'intérieur, dans le préau où il fait 40, 35 à 40. C'est à peu près ça la condition. Nos équipements ne sont pas du tout adaptés face à ce qui va arriver. Donc, les enfants, qu'ils aient au moins la cour, mais je précise que la cour, c'est un teaser, hein, justement, parce que la logique, c'est bien de bouger les bâtiments à terme, et pas uniquement la cour. Mais ça, c'est pour la journée. Pendant les canicules, aujourd'hui, on ouvre des salles rafraîchies, des zones de fraîcheur pour les personnes vulnérables. Ça coûte très cher à la collectivité. Mais le jour où on aura 700 spots de fraîcheur partout, on pourra, après 18 h le soir, ouvrir ces espaces de fraîcheur rafraîchis aux personnes vulnérables, juste autour de l'école. Aujourd'hui, ils sont transportés par taxi municipal quand même, hein, pour aller dans les salles rafraîchies. Donc, en période de crise, une zone de fraîcheur pour les personnes vulnérables. Et puis, toute l'année, d'une manière générale, il faut ouvrir ces espaces. Je parlais de la cohésion sociale, qui est extrêmement difficile, qui manque de cadre à Paris. C'est une des villes, vous le savez, les plus denses du monde, 4e capitale la plus dense du monde. On manque cruellement d'espace pour... je ne sais pas si vous avez des enfants en bas âge et que vous voulez essayer de faire un anniversaire avec une dizaine d'autres enfants, les appartements sont tellement petits qu'en général, c'est assez compliqué, il n'y a pas d'espace. Et en même temps, on a 70 hectares de surface ERP, parfaitement adaptée, hein, fermée au public pour des questions de gouvernance, qui va s'occuper des clés. La responsabilité, oui mais on va trouver des seringues de drogue le lundi matin dans la cour, oui mais machin, etc., etc. Donc on prend tous ces sujets un par un, on les lève et on se dit que l'objectif c'est quand même c'est pas le terme rentabiliser, d'optimiser le plus possible cet équipement dans lequel on a mis de l'argent public. Si on met de l'argent public pour la cour Oasis pour les enfants la journée, autant que ça puisse servir aussi avec ce même argent les personnes âgées en période de crise et puis le reste des habitants. Vous voyez l'idée de cette démarche intégrée, je termine sur ça. Un seul process, un seul budget, un seul comité de pilotage, un seul délai et de multiples politiques publiques qui sont servies. C'est l'approche intégrée et c'est tout l'intérêt de cette approche qui n'est pas forcément nouvelle, mais qui est d'abord une logique de conduite du changement dans nos organisations. Alors, merci.